On plonge direct au cœur d'une crise qui a profondément marqué notre époque. Et attention, on ne parle pas seulement de médecine ici. L'infection dont il est question est bien plus insidieuse. À travers ce décryptage du manuscrit de Jean-François Soyer, Le virus du doute, on va comprendre ensemble comment une urgence sanitaire mondiale s'est métamorphosée en une véritable crise de confiance envers nos institutions. C'est un document vraiment exceptionnel parce qu'il ne juge pas. Il se contente de décortiquer pièce par pièce la mécanique exacte qui a fracturé notre société. Au menu de cette exploration, 6 grandes étapes. D'abord, les origines du doute, puis l'humain derrière les chiffres. On parlera ensuite des rumeurs et de l'argent, de la fracture sociale, de la fameuse fabrique de la croyance, et pour finir sur une note essentielle, comment reconstruire tout ça. Allez, c'est parti. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut absolument comprendre la méthode de l'auteur. Sa règle d'or, la voici. Si c'est vérifié, on peut l'écrire. Si c'est discuté, on le nuance. Si c'est incertain, on le signale. Si c'est invérifiable, on le retire. Dans une époque où l'information est littéralement devenue une arme, faire constamment le tri entre un fait établi, une simple hypothèse ou une accusation balancée en l'air, c'est vraiment notre seul bouée de sauvetage. Gardons bien cette rigueur en tête pour la suite. Étape numéro 1, les origines du doute. Pour bien comprendre, il faut se replonger au tout début. La progression des événements a été d'une linéarité implacable. Semaine 1, les alertes lointaines de Wuhan tombent, mais elles semblent complètement irréelles. Semaine 4, les bulletins sanitaires s'empilent sur les bureaux de l'administration et personne ne les lit vraiment. Semaine 8, le premier patient arrive et l'angoisse avec. Et à la semaine 10, paf, les rues se vident d'un coup. Mais le vrai point de bascule ici, ça a été la gestion des masques. Face à la pénurie, la communication officielle s'est mise sur la défensive. Parfois, il a même été affirmé que les masques ne servaient à rien, au lieu d'avouer tout simplement qu'il n'y en avait pas assez. Et c'est exactement là, dans ce petit décalage, que le premier gros morceau de la confiance publique s'est fissuré. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'humain derrière les chiffres. Quand on s'éloigne de la froidure de l'administration pour entrer dans un hôpital, on réalise le contraste déchirant qu'il y a entre la réalité médicale et ce que perçoivent les familles. D'un côté, il y a la complexité clinique. Pour un médecin, comme le personnage de Claire dans le livre, c'est extrêmement difficile de déterminer si un patient, disons Paul, dans la chambre 19, meurt à cause du virus ou avec le virus, parce qu'il souffrait déjà de pathologies lourdes. Mais de l'autre côté, il y a sa fille, Élise, en pleine détresse, face à un certificat de décès complètement opaque. Ce jargon médical, ça crée un énorme vide. Et quand les familles se retrouvent seules face à des mots incompréhensibles, eh bien la suspicion s'installe naturellement. C'est presque inévitable. Troisième point de notre enquête, rumeurs et argent. Ce fameux vide dont on vient de parler, il crée une mécanique redoutable. Prenons une rumeur très connue, l'idée glaçante que les hôpitaux touchaient une prime de 5 000 € pour chaque patient décédé. Ça s'est propagé comme une traînée de poudre, mais la réalité factuelle est ultra banale. Il s'agissait simplement d'un financement exceptionnel d'urgence pour éviter la faillite pure et simple des hôpitaux, puisqu'ils avaient dû déprogrammer toutes leurs autres opérations. Il n'y a jamais eu de prime à la mort, zéro, aucune. Mais comme l'institution était incapable d'expliquer clairement à quoi servait cet argent, le silence a servi de terreau parfait pour nourrir un mythe macabre. Quatrième axe, la fracture sociale. Le manuscrit pointe du doigt un moment de rupture absolue, le déploiement des vaccins et l'arrivée du pass sanitaire. Prenons l'exemple de Sophie, une mère de famille dans le récit. Ce n'est pas du tout une extrémiste, c'est juste quelqu'un qui a peur, qui hésite. Mais le jour où elle se heurte aux contraintes du pass sanitaire et subit cette barrière sociale comme une véritable humiliation publique, quelque chose se brise. Son anxiété, qui était pourtant légitime à la base, se transforme en un rejet frontal du système tout entier. En fait, quand une société impose la contrainte sans aucun accompagnement humain, elle se coupe littéralement en deux. Elle remplace la persuasion par le ressentiment. Cinquième partie, et c'est passionnant, la fabrique de la croyance. C'est exactement dans cette fracture émotionnelle que certains se sont engouffrés. Le livre décrit la méthode d'un militant nommé Lucien et c'est d'une redoutable efficacité. Son truc, ce n'est pas d'inventer des faits. L'étape 1, c'est de prendre de vraies séquences. L'étape 2, il les accélère et les arrache totalement de leur contexte. L'étape 3, il désigne un ennemi très simple à détester. Et l'étape 4, c'est le coup de génie manipulateur. Il prétend encourager l'esprit critique, mais il interdit formellement qu'on remette en question sa propre théorie. C'est une véritable machine à recycler la douleur et la confusion des gens pour en faire des munitions virales. Face à cette fabrique, la statisticienne du roman, Nora, pose la question qui tue. Mais que mesuraient réellement les chiffres terrifiants qu'on voyait défiler tous les soirs en rouge à la télé ? En réalité, Nora explique que ces fameux chiffres proviennent de flux d'informations qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. On a les certificats de décès d'un côté, le codage hospitalier administratif de l'autre, la surveillance épidémiologique et les données de financement. Chaque catégorie possède son propre langage, son propre but. Donc si on prend un chiffre isolé pour le comparer à un autre système qui n'a rien à voir, on fabrique un faux scandale sur mesure. C'est la preuve parfaite que des chiffres exacts peuvent raconter une histoire totalement fausse si on les traduit mal. Et nous voilà à notre 6e et dernière étape,
reconstruire la confiance perdue. Parce que le voilà, le véritable drame documenté dans l'enquête. Le vrai scandale n'est pas un complot machiavélique organisé dans l'ombre. C'est beaucoup plus bête que ça. C'est l'accumulation d'une infinité de petites négligences. Ce sont des rapports entiers de 2020 sur la perte de confiance publique qui ont été oubliés au fond d'un tiroir. Ce sont des soignants qu'on a applaudis à 20 heures pour ensuite les laisser couler sous l'épuisement, ou bien des agents suspendus laissés dans un flou total. C'est la somme exacte de toutes ces défaillances administratives et de ces manques d'écoute qui a préparé un terrain fertile pour la désinformation. Et ça résume parfaitement le titre de l'œuvre, le virus du doute. L'auteur fait une nuance fondamentale ici. Avoir un doute sain, chercher à vérifier l'information, c'est génial, ça protège notre démocratie. Mais le doute malade, c'est une véritable pathologie sociale. C'est ce point de non-retour où absolument plus aucune preuve, plus aucun document au monde ne pourra satisfaire la suspicion. C'est un peu ce doute qui décide de casser toutes les vitres de la maison et qui se plaît ensuite qu'il fait froid. Alors, comment on en guérit de ce virus ? Le chapitre 60 donne des piliers concrets pour la reconstruction. Il faut se préparer à l'avenir sans déclencher la panique. Il est vital de soutenir les soignants avec de vrais actes, au-delà du simple symbole. Il faut respecter les familles en deuil au lieu de les noyer sous la paperasse. Il faut impérativement toujours remettre les chiffres dans leur contexte et surtout discipliner notre propre esprit critique tout en exigeant des institutions qu'elles reconnaissent les blessures créées. La confiance, ce n'est pas un dû qui tombe du ciel parce qu'on a l'autorité, c'est une infrastructure ultra fragile qui demande de l'entretien tous les jours. Et on terminera ce décryptage sur cette interrogation centrale, ce dilemme persistant que pose l'auteur. Comment une société peut-elle chercher à protéger la vie à tout prix sans pour autant écraser la confiance en l'avenir ? Une démocratie moderne, ça sait très bien pondre des règles et des protocoles de confinement. Mais sait-elle préserver la confiance de ses citoyens quand la peur s'installe ? C'est notre plus grand défi collectif, pour s'assurer tout simplement que la peur ne soit pas la seule à écrire la suite de l'histoire.